Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique. Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité. L'Église catholique est en deuil. Le père Sandley Maximé est décédé dans la soirée du 7 novembre dans un accident de la circulation aux environs dans sa fouleur dans le nord-ouest. Les autorités kenyanes exigent 225 millions d'euros avant de déployer leurs policiers en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Suspension des audiences à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour exiger la libération des 5 employés enlevés lundi sur la route de Taraz. La situation des déplacés est toujours préoccupante. Leurs conditions de vie sont très déplorables. Ils appellent les autorités à la rescousse. La Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires organisera à partir du 13 novembre un ensemble d'activités dans le cadre de la Journée mondiale du diabète qui sera commémorée le 14 novembre sous le thème « Accès aux soins pour traiter le diabète ». Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le gouvernement kenyan réclame 225 millions d'euros pour déployer ses troupes en Haïti. Les dirigeants kenyans exigent que 225 millions d'euros soient accordés en leur faveur en vue d'intégrer la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, estime que ce montant représente le coût de la participation des troupes kenyanes à la MMSS. Toutes les audiences ont été suspendues à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en signe de protestation contre l'enlèvement de 5 agents de l'institution lundi sur la route de Taraz. Leurs collègues exigent leur libération dans le meilleur délai. Les otages qui résidaient dans la commune de Carrefour se rendaient sur leur lieu de travail quand ils ont été enlevés. Les déplacés de Carrefour-Feuille tirent la sonnette d'alarme sur leur situation qui ne cesse d'empirer aux grandes dames des autorités. Ils sollicitent une fois de plus un accompagnement pour se reloger, indiquant que les abris temporaires ne sont pas adaptés à aucune condition de vie décente et humaine. Ces réfugiés internes déclarent qu'ils sont dépourvus de tout et ne mangent pas à leur faim. Ils disent souhaiter ardemment retourner au quartier Carrefour-Feuille, moyennant le rétablissement d'un climat de sécurité. Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste les ont rencontrés. Suivez. Et nous avons gardé l'État encore. Tant que le ministère de l'Éducation nationale, nous avons demandé est-ce que si mon cas fait ça, il ne pas fait partie du pays. On a regardé les petits gens d'avoir fait le bébé à défaut d'avoir. Mais tout le monde a des albalés. Chaque fois, il va à l'école parce que tout le monde blague comme là. On va boire avec. Parce que si nous sommes là jusqu'à présent, on peut gagner à l'école et nous pas présent sur l'État vraiment qui vient qui nous prend charge de Timono pour l'école. Parce que les parents sont là, ils ne pas faire, si vous montez, si vous descendez. On a c'est l'État qui a dit on va même comme son État irresponsable, leur parler, il va attendre. On a essayé de dire ça en charge pour tout le monde qui va à l'école. Jusqu'à présent, l'école là pour fonctionner, tout le monde pas beaucoup à l'école. Donc regardez pour un paquet l'école ouvrir, c'est pas quoi que le ministère de l'Éducation sont seuls liés. Est-ce que si toute l'école qui ouvre, monde capable? Comme si monde qui a moyen capable de payer l'école chère pour petit mais malheureusement capable tout. Faut être capable de joindre l'école comme si pour petit aller. C'est tout le monde ça. Est-ce que vous va pas l'école? Est-ce que tout le monde ça va pas l'école? Est-ce que l'école qui ouvre c'est seulement monde qui a moyen? Par ailleurs, ces citoyens déclarent qu'ils sont préoccupés par le fait que les enfants déplacés ne puissent pas jusqu'à date reprendre leurs activités scolaires. Pour eux, il n'y a pas de doute, le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La situation est plus grave parce que même le portable, le wagon, le même manger, on va recevoir manger encore, ça va venir. Dans nos derniers temps, la situation est plus grave. Mais si nous là, nous va manger pour manger. C'est pas qu'on fait effort de temps en temps pour un petit bail, mais pas de assistance. Et quand je vais manger de
mais qu'on y aille sans manger nous là, si nous pas chercher un pain nous ba yo, qu'on est comme ça y a dormi. Parce que si on vient loger là même ba nous pas joindre. Donc normalement ça va regarder là encore, le regarder même manger quand ba moun yo pas ba le camper sous yo. Quand ba nous manger pas ba. C'est la faute à tous les deux. Si pas si nous pas passer la go ba Yo vin mettre nous là et comme si c'était pour un ban petite bête pour mettre nous pack y a occupé parce que là depuis tout message nous voyez bail concerné pas gagne qui répond. Là depuis nous te petit aide humanitaire nous te conjoindre là. Nous te conjoindre parfois qu'on avait aidé nous beaucoup nya nous pas fin ça encore parce que côté na vivre là bon mettre son côté comme si dit sale regardez au cap sur petit monde là on paquet bagaille appeler sur petit monde raison parce que côté na vivre là il pas propre. La journée mondiale du diabète, ce sera le 14 novembre prochain. Accès aux soins pour traiter le diabète, tel est le thème retenu pour cette commémoration. Et pour la marquer, la Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires, FADIMA, qui organisera une semaine d'activité à partir du 13 novembre, une initiative qui sera axée sur la sensibilisation et la formation, a fait remarquer la directrice exécutive de cette structure, Nancy Charles Larco, qui a promis le dépistage gratuit des signes du diabète. Elle souligne que le stress engendré par l'insécurité a considérablement augmenté le nombre des personnes diabétiques dans le pays, ajoutant que cette situation est liée à d'autres facteurs tels que la nutrition et l'hérédité. Elle est au micro de Shilov Semexan et Franz Michael Stevens. C'est pour la faire dépistage, parce que dépistage veut dire faire test sucre pour connaître premièrement si vous faites sucre, et deuxièmement si vous avez un monde race qui fait sucre pour connaître si vous avez un risque pour faire sucre. Donc là, c'est un bagage qui est extrêmement important puisque moitié du monde qui fait sucre pas au courant que vous fait sucre. Et là, vous venez faire diagnostic sucre là, la caillou, vous avez déjà des complications et complications maladie sucre, c'est des complications tête chargée. Donc, je dis, nous avons exposé et groupe et médias parce que nous appuyons sur nous pour que nous informions la population. Premièrement, sur le dépistage que nous avons fait. Deuxièmement, au niveau de la FADIMA, nous avons une porte ouverte pour toute semaine, du 13 au 17 novembre, pour que nous fassions des sucres gratis. Et les gens qui font sucre, surtout pour yeux, pour rein avec pour pied, nous avons fait consultation ça au moitié prix pour que nous soyons capables déjà de sentir mieux la caille. Le risque qui est l'âge, bon, on ne peut pas faire bac la jour, mais c'est vrai plus qu'à partir de 45 ans, ou bien plus, et jusqu'à 65 ans, ou bien un monde sur 4 qui et 4 monde qui ont 65 ans qui fait sucre. Donc plus on arrive à un certain âge, plus on a diabète, on a facilité pour le diabète. Deuxièmement, dans la famille, et c'est là où tu as parlé un peu de l'hérédité, quand il y a grand monde qui fait sucre, stress là, c'est un facteur qui déclenche. C'est vrai qu'en Haïti, c'est vrai qu'avec le tremblement de terre, ça n'a vu qu'il y a probablement plus de diabétiques. Pour sa part, le docteur Don Augusto Dera, qui a rappelé que le diabète est une maladie chronique, a invité les patients à respecter les consignes en vue d'éviter toute complication de leur cas. On l'écoute. Nous voulons rappeler à tout le monde que le diabète est une maladie chronique, on retire le fait que maladie chronique. Deuxième vérité qui vient souligner, c'est que le diabète est une maladie multiple, c'est-à-dire c'est une maladie qui a plus de complications, mais ce n'est pas un impératif. Donc c'est pas un fois que si on est diabétique, il est obligé d'avoir un problème dans le rein, on le dit encore, il est obligé d'avoir un problème dans les yeux. Comme nous connaissons déjà que la rétinopathie diabétique, c'est la première cause de cécité dans le monde, même avant le glaucome. Donc, même tout pour atteindre au niveau qui est autour de l'importance que pour le monde qui est diabétique, est capable de suivre. Moi, accentuer un peu sur le monde qui est diabétique, c'est parce que nous avons une journée mondiale diabète, mais quel que soit le monde qui a un problème dans le pied, il est capable toujours de nous, surtout si c'est pour un bagage qui est très à ça, les orthopédiques, nous-mêmes nous là, nous prêts pour nous capables de nous. Là, nous accentuons, comme je dis, sur le monde qui a un pied diabétique. Comment te dire, il y a un monde qui est diabétique qui a besoin d'une évaluation au moins chaque mois dans le pied. Parce que pour un bagage qui a un appareil assez négligeable, nous-mêmes, nous autres, médecins, nous connaissons que c'est un signal qui dit nous pas bon danger. Et nous rappelons que sur 100%, comme on dit tout à l'heure, les gens qui sont diabétiques, alors les gens qui sont amputés, et 75% là-dedans, c'est diabétique. Et nous-mêmes, nous avons à ce que nous-mêmes, nous sommes capables de renverser tendance à, nous sommes capables de permettre que
il y a plus de monde qui arrive sauver pied. Plusieurs patients se réjouissent de l'amélioration considérable de leur état de santé en appliquant les recommandations de leurs médecins. Ils exhortent d'autres malades potentiels à leur emboîter le pas en vue de réduire l'impact de cette pathologie sur leur vie quotidienne. Écoutons leurs témoignages recueillis par Shilov Semeksan et Franz Michael Stevens. J'ai diabète depuis 2015 à nos jours. 2015 à nos jours. Je vais partager maintenant comment on gère le diabète, comment vivre avec nous. Tout d'abord, le matin, toujours pas commencer avec un aliment glucide. Ça veut dire qu'il faut un aliment qui va bien sucre. Moi, épinard, je fais fricasser avec un bon musqué et puis je mange. J'ai fini de manger maintenant vers 8 heures avec légumes. J'avais 10 heures, 10 heures et demie. Je prends mon caténage avec un bicérat. Toujours chercher de temps en temps, on va pas sortir à la chemin, on va créer parce que ça me dépend maintenant pas de sucre, on va aller pour engager le tout pour 3 baisser. On fait diabète là depuis et 40 ans. On fait diabète là, même on gérer. Bon, des bonnes solutions. On est fini. On est comme moi, oui. Je mal à l'église. Et caché des romans, mais depuis le docteur François. Nous restons dans le domaine sanitaire. L'hôpital universitaire Dr Aristide vient de renforcer sa capacité d'accueil avec la mise en place notamment d'un service d'ophtalmologie et d'un bloc opératoire. Selon eux, cette initiative vise à offrir de meilleurs services aux patients qui fréquentent ce centre hospitalier. Écoutons les précisions des docteurs Edmond Pierre et Daphné Latortue au micro de Vérona Arnaud et Marconi Orissa. La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que l'hôpital universitaire Dr Aristide a fait des efforts pour renforcer la capacité d'un service particulier qui est le service d'ophtalmologie. L'hôpital a recruté de nouveaux médecins. Deuxièmement, il a acquis des matériels et des équipements nouveaux. Et troisièmement, il a aménagé ce bloc opératoire. Le service d'ophtalmologie s'est agrandi au fur et à mesure et le nombre de consultations augmente de jour en jour en ophtalmologie. Donc, avec ce renforcement des capacités du service d'ophtalmologie, on pourra non seulement affiner les diagnostics, c'est-à-dire avec les appareils nouveaux que nous avons, avoir des diagnostics plus précis, plus fins et avoir un traitement approprié à ces différents cas. On reçoit tous les patients qui viennent généralement. Bon, je peux leur dire que on est là, on est prêt à les recevoir, à leur offrir de très bons soins de qualité. L'hôpital universitaire Dr Aristide est prêt à prendre en charge leurs problèmes oculaires, est prêt à prendre en charge que ce soit un problème médical ou encore un problème chirurgical au niveau des yeux. Plus loin, la docteure Daphné Latortue dit reconnaître les difficultés socio-économiques inhérentes à la conjoncture. Toutefois, dit-elle, cette situation ne va pas affecter la qualité des services offerts au niveau de ce centre hospitalier. Elle en a profité pour apporter des explications sur les nouveaux matériels dont dispose cette structure. Suivez. On est là aujourd'hui à la salle de consultation de l'UNIFA. Les différents appareils que nous avons, d'abord, on a la charte de vision, c'est pour mesurer l'acuité visuelle du malade et éventuellement, si le malade n'a pas une bonne vision, donc on va déterminer si est-ce que c'est une erreur de réfraction, donc voici notre appareil, notre autoréfractomètre qui détermine l'erreur de réfraction que présente le patient. Ensuite, on va corriger cette erreur de réfraction avec des lentilles optiques qu'on a là, on appelle ça le manifeste. Donc ça, c'est la monture d'essai qu'on met pour le patient et puis les différentes lentilles optiques qu'on a pour corriger la métropie. Ensuite, on se sert aussi certaines fois de notre ophtalmoscope indirect pour faire le fond d'œil. On utilise ça pour faire le fond d'œil pour le malade. Le fond d'œil détermine comment l'état du segment postérieur, par exemple, ça évalue la rétine,
si le malade a un glaucome, etc., on peut voir tout ça avec elle. Et ça, c'est la table chirurgicale. Elle est électrique, elle est adaptée, on peut soit monter, soit baisser la table. Donc, c'est au chirurgien de savoir comment adapter la table pour avoir une bonne vision. Ensuite, cet appareil-là que vous voyez là, ça, c'est le microscope opératoire. Je vais monter un petit peu. C'est le microscope chirurgical. Donc, ce microscope-là sert à faire plusieurs chirurgies, que ce soit au niveau du segment antérieur ou bien du segment postérieur. Okay. Ça, la table qui est à côté, c'est la table où on va installer les instruments. On a une porte, la barre métallique que vous voyez là, c'est pour adapter le soluté qu'on va utiliser. On a la pédale, ça c'est la pédale du microscope. Ensuite, à côté, on a cette chaise-là. S'il y a une infirmière qui assiste le médecin ou bien quelqu'un d'autre, peut utiliser cette chaise-là. Nous refermons cette édition sur cette triste note de l'évêché de Fort-Liberté dans le Nord-Est annonçant le décès tragique du prêtre Stanley Maximé le 7 novembre dans un accident de la circulation non loin d'Anse-à-Folleur dans le Nord-Ouest. Le défunt était le curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Dupiti dans le Nord-Est. Il allait assister aux funérailles de la mère d'un confrère de sa promotion quand le drame est survenu, a déploré l'évêché du Nord-Est. Il est décédé le jour de l'anniversaire de son ordination sacerdotale. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique. Pour le reste de la programmation, vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.